Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quotidienne du jeudi 28 mars. Aujourd'hui, on va faire un tour sur les news du jour. On va regarder l'action sur le BTC, sur ETH. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à la plus grosse news d'hier. Je pense que vous l'avez vu passer, peut-être pas. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été l'annonce, on ira voir sur Twitter, hein, mais de la fusion entre trois tokens qui sont assez gros, donc FedChain, Ocean Protocol et AGX. Donc on va aller voir, faire un petit tour sur cette news là et je vais vous dire ce que j'en pense parce que je pense que je suis clairement pas du même côté, on va dire, de la majorité des gens et je suis plutôt polarisé là-dessus. On commence directement avec la map des cryptos comme d'habitude. On a, c'est assez mitigé, hein. Généralement plutôt le marché il est plutôt dans le rouge même si on a un léger retournement depuis quelques heures et quelques dossiers qui performent très très bien dont Dogecoin, etc. Bonk aussi, qui font une très bonne performance, vraiment les mêmes coins. Ça fait vraiment des très 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 jolies performances. Niveau du BTC et ETH, BTC on est encore au-dessus de 70 000 dollars, qui est quand même une zone de prix assez importante. Et ETH, on a un peu plus de retard, on ira voir sur le graphique. On est entre guillemets uniquement au niveau des 3500 dollars. Rien de plus à décrire là-dessus. On va attaquer directement les news sur Twitter. On a Goku qui nous partage, je ne savais pas, une news sur SBF où plus de 4 mois après avoir été reconnu coupable, SBF s'apprête à savoir combien de temps il va passer derrière les barreaux. Donc évidemment, il était en prison dans des conditions qui étaient déplorables. Je pense que vous l'avez vu passer aussi, mais on a la photo de lui avec les autres détenus où vraiment c'est clairement pas un poisson dans l'eau, hein. Il a vraiment pas du tout la même tête et le même caractère. Je pense que le les prisonniers, on va dire lambda, et du coup je pense qu'évidemment il ne clame pas à sa place, même s'il le mérite, il le mérite. Donc là on va savoir combien de temps il va passer derrière les barreaux. SBF risque une peine de plus de 100 ans de prison, mais que le gouvernement ait suggéré une peine de l'ordre de 40 à 50 ans de prison, ce qui est à peu près équivalent, parce que je sais pas, il doit avoir 25 piges, 30 piges, donc ça fait jusqu'à la fin de ta vie, t'es en prison, mais en vrai, c'est simplement ce qu'il mérite. Donc assez intéressant, et la news tombera dans les heures qui arrivent. Donc ensuite, on a eu la news sur le compte Twitter officiel de Ocean Protocol, parce qu'à la base, la news avait été un peu leakée, où ça venait d'une source qui était non vérifiée. Donc je ne pense pas que la news ait été prévue, que c'était prévu que la news sorte comme ça. Et quelques heures après, on a eu du coup le compte officiel de Ocean Protocol qui annonçait en effet que Ocean Protocol, FedChain, SingularityNet allaient unifier leurs tokens pour créer la Super Intelligence Alliance. Donc l'alliance pour la super intelligence. Moi clairement, je trouve pas ça du tout bullish. À la base, c'est très intéressant. Enfin, c'est assez unique comme annonce, le fait qu'on ait une fusion de trois projets comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai passé la miniature derrière, pour ceux qui auront la ref, assez intéressant. Mais je pense que le résultat du coup de cette fusion, pour ceux qui ont vu Dragon Ball, ça va nous faire une fusion avec le tout gros, parce que je vois pas l'utilité en fait de faire ça. Je pense que malheureusement, ils se sont rendus compte et ils ont essayé de se comparer. Bah, typiquement, moi je pense à Tao, au gros de l'intelligence artificielle, le numéro un, le leader, c'est Tao clairement. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas grand chose en réalité de très utile. Du coup, ils ont essayé de s'allier et ils l'ont fait. Et je pense que malheureusement, après on verra dans le futur, hein, mais je pense que malheureusement, c'est plus une sorte d'argument marketing et à la fin, sur le long terme, intrinsèquement, ça va pas apporter beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que là, ils étaient tout simplement, entre guillemets, ils étaient tous à peu près nichés. Ils avaient un avantage comparatif dans leur propre secteur d'activité. Et là, ils s'unissent. Ils n'ont pas du tout la même market cap. Donc, rien qu'au niveau des tokenomics, ça va être un peu bizarre au niveau des tokens, parce que c'est pas exactement les mêmes tokens. Donc, rien que ça va être assez compliqué. Et tout simplement, si on prend plus de hauteur, et si on compare simplement avec le reste du secteur, bah oui, je suis biaisé avec Tao, ok, mais vraiment, je pense objectivement, ça ne sert à rien de faire ça. Parce que si tu veux investir, posséder une sorte entre guillemets de super intelligence qui est encore une fois un mot archi marketing je trouve et moi ça s'apparente plus à un red flag qu'à quelque chose de bullish. Bah, tu vas acheter du Tao. Du Tao, c'est le token d'un écosystème entier qui va produire de l'intelligence en réalité par rapport à l'intelligence artificielle. Eux, entre guillemets, là, pour moi, là, je vois 3 subnets. Alors que si tu achètes du Tao, bah, tu vas pouvoir posséder un bout de 32 subnets. Donc c'est 10 fois plus gros et il y en aura 1024 à venir cette année. Donc voilà, donc je pense que en gros, c'est une super alliance, ok, pour essayer de concurrencer avec le leader actuel qui est Tao. Mais je ne pense pas qu'ils vont réussir tout simplement parce qu'intrinsèquement ils ont beaucoup moins de valeur, les tokenomics sont beaucoup plus foireuses et même les clients potentiels, ce que ça peut potentiellement toucher et c'est beaucoup plus petit que le réseau Bit&Sor et
Évidemment, je pense qu'elles sont toutes surévaluées, mais après, je me protège un petit peu. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, et c'est pas pour autant que leur nouveau token ne va pas très bien performer. En crypto, on le sait très bien, mais il y a la majorité des tokens, enfin des projets qui performent, mais de la majorité des gars, il n'y a rien derrière, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui est sorti, etc. Donc ça se trouve, moi, mon analyse, c'est celle que je viens de vous donner, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un petit biais à se faire dessus et que ça va pas très bien performer. Juste en termes de fondamental, je vois pas ça d'un bon œil, et je pense que ça ne sert à rien de faire ça, et qu'en tant qu'investisseur nouveau qui vient d'entrer sur le marché, si tu veux investir sur une sorte de super intelligence, un peu, je sais pas, un ETF sur l'IA, bah, tu vas pas acheter ce ASI, bah, tu vas acheter du Tao. Ce n'est que mon avis. Ensuite, on a Coin Academy qui nous partage une news à propos de BlackRock, qui nous dit que BlackRock pourrait proposer un ETF Ethereum Spot, même si ETH est considéré comme une security. Donc ça, c'est selon Larry Fink. En effet, parce que on est beaucoup moins confiant quant à l'acceptation de ETH en tant que commodities et non comme une securities. Pourquoi? Parce que c'est plus un proof of work et c'est passé un proof of stake. Donc tu ne dépenses pas d'énergie, tu n'as pas de coût de production en réalité pour créer des nouveaux ETH, et ça ne passe plus les normes pour définir ce qu'est une commodity. Okay, du coup, pour le Bitcoin, il était plutôt confiant. Il me semble qu'il était aux alentours de 80% de chances d'approbation avant qu'on ait la news officielle. Et là, sur ETH, on est beaucoup moins haut. Et là, I think vient rassurer le marché en disant que c'est pas grave, peu importe ce que la SEC dit, mais je pense quand même que si BlackRock veut que ce soit considéré comme une commodities, ça sera considéré comme une commodities. Mais il nous dit que même, enfin, on s'en fiche de ce que la SEC dit, même si ça va être considéré comme une security, eh bien, il va quand même proposer un ETF spot ETH, même si, alors en termes de prévision, je pense quand même si c'est moins probable que BTC, je pense quand même que ETH sera considéré comme une matière première, et je pense que du coup l'ETF sera accepté, et ce serait extrêmement bullish pour toutes les cryptos. Au-delà d'ETH, moi je suis pas non plus un très grand fan d'ETH, je n'ai plus un portefeuille, mais quand même pour le reste de l'écosystème des cryptos, s'il y a d'autres projets qui voudront avoir leurs propres ETF pour avoir un afflux des institutionnels, et bah, ce serait quand même mieux que ETH soit considéré comme une commodities plutôt qu'une security. Et on aura la réponse, il me semble que ça arrive dans plus si longtemps que ça, probablement quelques mois, 2 ou 3 mois. Ensuite, on a un compte Twitter qui en fait c'est un bot qui va nous partager tous les gros transferts sur Bit&Sword. Donc il y a des bots de ce genre, il y en a pour toutes les grosses blockchains. La plus connue, c'est Whale Alert, qui traque BTC, Solana, XRP, etc. Et celui-là, il est focalisé uniquement sur Bit&Sword. On a une alerte, c'était quand? C'était le 28 mars, c'était aujourd'hui, à mon heure locale. On a eu une alerte qui nous disait que 14 000 Tao, donc plus de 7,5 millions de dollars, a été retiré de Gate.io. Donc Gate.io, en plus, c'est même pas l'exchange qui a le plus de liquidité, je sais que c'est Mexé. Alors, mais souvent, les plus grosses alertes, elles viennent de Gate.io, je ne sais pas pourquoi. Donc, lorsqu'on va traquer un peu cette adresse, parce que c'est quand même assez intéressant, hein, plus de 14 000 Tao qui ont été retirés, on arrive sur cette adresse ici, sur le site TaoStats, donc, et on voit qu'en fait, il ne délègue aucun de ses Tao. Donc il a 13 000 Tao, c'est énorme, 7 millions de dollars, parce qu'il en a retiré un peu, et il ne délègue rien. Vous savez que les Tao, on peut les staker, etc. Et du coup, je me suis amusé à calculer le manque à gagner que ça représentait pour le propriétaire de cette adresse-là, et il passe à côté de 3 000 dollars par jour et de 90 000 dollars par mois. Donc en gros 1 million de dollars par an, donc c'est au prix actuel. Donc évidemment, si on spécule un peu et qu'on se dit que Tao a encore un x10 dans le ventre, il passe à côté de beaucoup d'argent. Il y a un énorme manque à gagner, et c'est ça que je vous dis en fait, la vraie puissance de Bit&Sword, de ce réseau-là, c'est que c'est une cash machine, et même pour nous, simples investisseurs, ou même pour ce mec-là, c'est une cash machine, et c'est ça en fait, tous les jours, l'émission de Tao quotidien, qui va récompenser les gens qui apportent de la valeur au réseau. C'est ça la vraie plus-value, la vraie révolution pour moi de ce réseau-là. Et donc bref, après si on réfléchit un peu, on se dit, il faut être con, même si t'es milliardaire, même si tu pèses 200 millions, tu craches pas sur 100 000 balles par mois, quoi. Et du coup, moi je pense que c'est pas la première adresse qu'on voit comme ça, et qu'il y a pas mal de mouvements, et je pense que c'est simplement des exchanges pour accumuler autant d'argent, parce que on le sait, Bit&Sword se différencie de la majorité des projets, puisque pour se faire lister, les exchanges doivent acheter au marché leur propre Tao. Et c'est en ça que c'est unique, parce qu'il ne s'apparente, ce n'était le cas qu'avec Bitcoin à l'époque, par exemple. La majorité des projets qui se font lister, je le répète, mais sur les exchanges, c'est la team derrière les exchanges qui vont leur donner toute la liquidité disponible et qui vont payer le prix du listing. Bon, avec Tao Bit&Sword, c'est évidemment pas le cas. Et la fondation n'est en négociation avec aucun des exchanges. Vraiment, l'idée derrière la commu, l'idée derrière les développeurs sur le projet, c'est de se dire
on veut pas négocier, j'allais dire avec les terroristes, c'est pas des terroristes non plus, tu vois, mais on veut pas négocier avec les exchanges. Et puis tant pis si on passe un bull run sans être listé sur les major exchanges, on ne payera pas, on ne négociera pas. Si vous voulez lister Tao, vous devez les acheter au marché, mais vous devez payer pour recevoir des Tao et c'est absolument normal et c'est comme ça que ça devrait être pour tous les projets. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est un gros exchange qui accumule et je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été en train d'accumuler du Tao et typiquement moi je dirais qu'avant 2024 on sera listé sur un tier 1 exchange type Binance, Bybit, Kraken, probablement Kraken. Voilà. Ensuite, autre dernière news sur Twitter, c'est la justice américaine donne le droit à la SEC d'attaquer Coinbase en justice. Donc là, je pense que c'est du FUD, comme ça fait maintenant, on a l'habitude avec la SEC qui attaque à droite à gauche. Coinbase, ça n'a aucun sens parce qu'ils ont été en relation étroite lors de l'acceptation de l'ETF Bitcoin Spot parce que c'est Coinbase qui gère la majorité des fonds des institutionnels. Donc je pense que c'est juste une news. En vrai, faut pas y apporter beaucoup d'importance et je pense que c'est juste pour faire entre guillemets peur aux nouveaux arrivants sur le marché. Ensuite, niveau graphique, sur BTC, comme j'ai dit en intro de vidéo, on est au-dessus de 70 000 $ et l'idée maintenant pour continuer notre tendance, on va dire court moyen terme, ça va être de venir faire un ATH, peu importe où après. Le but, ça va être de venir faire un haut plus haut que le dernier pour valider cette tendance haussière et ensuite continuer à monter comme ça en escalier. Donc voilà pour BTC, on s'est fait très bien supporter au niveau de 70 000 $ et comme je vous l'avais dit dans la dernière quotidienne, mais moi j'attends le ruban de moyenne mobile, on va dire ces 3 moyennes mobiles qui sont vraiment importantes, qui sont de plus en plus importantes, plus on descend, qui vont venir au niveau des 55-60 000 $ parce que je pense que ça va devenir qu'elles sont un très gros support. Maintenant, niveau ETH, on voit qu'on a un peu plus de retard par rapport à BTC. On est plus loin par rapport au top local. On a, il me semble, une petite légère dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents. Voilà, alors que BTC, on est qu'à 4-5%. Donc ETH, il a un peu de retard. Il lui manque un petit peu de momentum. Et je pense que tout simplement, c'est dû à une sorte de FUD avec la SEC. Les mauvaises prédictions. Le marché ne sait pas s'il faut pricer ou pas l'acceptation de l'ETF. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup moins sûr qu'avec BTC. Voilà pour ETH. Ça, plutôt intéressant, c'est la Bitcoin dominance. Simplement, on est en weekly, donc c'est une time frame qui est assez grande et c'est long. La Bitcoin dominance, moi je la suis depuis ici, et c'est long, mais c'est pas grave. Tout vient à point qui s'est à attendre et lorsque la Bitcoin dominance commencera à se retourner, parce que moi c'est ce que je pense, c'est là où on imprimera le plus gros gain. Donc moi c'est un des très gros indicateurs sur ma sortie du bull run, etc. Je pense que je vous en ferai une vidéo sur mes plans, parce qu'évidemment des plans ça change, mais quel est mon plan actuel, et donc clairement la Bitcoin dominance en fait largement partie et je pense que je commencerai à vendre, je vendrai très agressivement une fois qu'on reviendra au niveau de ce bad range, au niveau des 40%, au niveau de la Bitcoin dominance. Et l'idée au niveau du court moyen terme, ça va être de break cette trendline qui nous supporte depuis assez longtemps à la baisse, de la confirmer et de revenir s'appuyer sur ce support. Maintenant, au niveau des Tao, on est en daily. Tao, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment plutôt les soldes. Là, on est connu quand même une assez forte chute, je ne sais pas de combien de pourcents, une chute de moins 25%, c'est assez big. On est au niveau des 550 $. Après, si on fait un niveau si on regarde les niveaux de Fibonacci, par rapport à toute la dernière hausse qu'on a connue depuis le 22 janvier, les zones qui vont être intéressantes, ça va être entre 500 $ et 340 $. Alors clairement, moi je ne pense pas qu'on retouche les 340 $. On verra si j'ai tort, mais vraiment, je suis prêt à parier un peu dessous, ouais, mais je pense vraiment qu'on n'ira pas au niveau de 340 $. Je pense que ce serait vraiment sous-valoriser l'actif et je pense que Tao est sur beaucoup trop de radars pour qu'il n'y ait plus assez d'acheteurs avant ce niveau là. Donc je pense pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas de ligne qui va être un petit peu gourmand parce que là quand même si on zoome un petit peu on a breakout à la baisse notre support horizontal, on a fait une belle bougie de cassure à la baisse et là on est en train de faire un pullback magnifique. Du coup c'est un price action qui est baissier parce qu'on est en train de faire un pullback sur une résistance anciennement support, d'accord. Donc la target, elle est plutôt à la baisse. Donc je pense que entre les niveaux des 0,5 et des 0,78 de Fibonacci, ça peut être un très bon point d'entrée. Et pour après, évidemment, celui qui va être très gourmand, même si moi je n'agirai pas comme ça, ça va être le niveau des 400 $. Et est-ce que je m'inquiète, etc. Vraiment pas, parce que ça me rappelle clairement ce qu'on avait fait ici. On avait fait notre ATH au niveau des 400 $, et ensuite on avait vraiment connu une tendance court moyen terme vraiment baissière. On se faisait rejeter à chaque fois. Et l'investissement, c'est ça en fait. Le plus dur, c'est de ne rien faire. Et 90% du temps, il ne va rien se passer. Et c'est les 10% restants
où tous les gains vont se faire. C'est pareil en bourse. En bourse, si tu rates les 10 meilleurs jours de l'année, tu rates toute ta performance sur le marché. Donc si tu essaies de faire le trader et que par malheur, par mégarde, tu t'es en dehors du marché uniquement 10 jours, mais juste les 10 meilleurs jours de l'année, tu as détruit toute ta performance. Parce que 90% du temps, il ne se passe rien. Et c'est encore une fois, c'est une seconde, 10% du temps où toute ta performance va être faite. Donc ensuite, on a le graphique de Ocean. Moi, je l'avais connu, j'avais pas bail, parce que j'ai tout mis sur Tao. Au niveau de l'intelligence artificielle, je l'avais connu beaucoup, beaucoup plus bas, même avant ça, je pense. J'en suis sûr même. Donc hier, c'est le token qui a le mieux réagi. On a connu une impulsion haussière de dingue, une magnifique bougie en daily. On a pris plus de 50%. Donc là, ça chute, c'est absolument normal. Entre guillemets, il n'y a même pas eu de buy the rumor, mais c'est buy the news, sell the news un petit peu. Donc là, on est en train de corriger. Après, sur le court terme, probablement qu'on va continuer à la hausse. Je ne sais pas quand est-ce que leur token du coup fusionné va sortir et comment ça va se passer. Donc pour les gens, ils doivent se demander qu'est-ce que je fais avec mon Ocean, et je ne pense pas qu'on ait les ratios, que les ratios aient été communiqués. C'est-à-dire que imaginons que je hold que du Ocean Protocol, quel est le ratio en fonction de mes tokens, je vais recevoir du nouveau token fusionné, même si je pense qu'ils vont bien faire la chose, c'est pas très compliqué. Donc voilà, après ils ont un gros coup marketing à jouer, il faut qu'ils communiquent bien dessus, ça va leur mettre un joli momentum où les gens vont pouvoir spéculer pas mal. Donc en vrai, voilà, il y a un vrai coup à jouer pour les teams derrière. Et niveau Fetch.ai, qui est quand même sur une tendance haussière de dingue depuis tout début février, là je vais me mettre en weekly, hop. Et il ne veut pas, comme d'habitude. Je pense que je me suis encore déconnecté mon VPN, c'est pas grave, on va rester en daily. Donc depuis le début février, on est sur une tendance haussière de dingue. Est-ce que c'est le bon moment? Du coup, j'ai pas le graphique devant mes yeux, mais je le connais. En weekly, c'est vraiment pas le bon moment pour rentrer dessus. Et limite, moi, si j'avais un bag et j'avais profité toute la hausse, je pense que ce serait un petit moment pour commencer à décharger. Parce que le RSI, il est au niveau des 90 de mémoire. Et on est clairement en weekly, la charte, elle est vraiment parabolique. Donc au bout d'un moment, ça va se retourner, on ne sait pas quand. Peut-être que ça va faire un sell the news avec le nouveau token, même si le nouveau token, du coup, ça va être une nouvelle charte. Et donc là, tout va se reset. Et psychologiquement, ça va être plus facile pour les nouveaux entrants d'acheter le nouveau token que d'acheter un Fetch.ai qui a pump depuis 3 mois. Donc ça a balancé un petit peu. Et dernièrement, on a Cubic que je vais commencer à passer dans les daily. C'est chiant qu'on n'ait pas sur TradingView, mais on l'aura très bientôt, je pense. Dans un mois, il sera listé sur un nouvel exchange. Du coup, on pourra analyser les graphiques qui nous fait un pre-section assez boring, c'est assez chiant ce qui se passe, mais du coup c'est bien sur le marché. Voilà, en 24 heures on a perdu 10%, on est au niveau des 0x0,72 et on doit être à une quarantaine de pourcents, cinquantaine de pourcents de notre ATH. Donc clairement c'est le moment d'accumuler, et je vois qu'il y a pas mal d'influenceurs qui commencent à accumuler du Cubic sur Twitter puisqu'ils commencent à acheter les news qui arrivent durant le mois d'avril. Je vous rappelle que durant le mois d'avril ça va être un mois qui va être important pour Cubic. On a potentiellement des grosses news qu'on ne sait pas qui vont arriver, des nouveaux listings, un changement d'époque qui va être seamless. Donc ça va clairement être un mois qui va être bullish selon moi pour Cubic si, somme toute, tout le marché crypto ne part pas à la baisse. Du coup, écoutez, voilà pour cette petite update quotidienne sur le marché des cryptos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à demain pour la nouvelle quotidienne. Ciao, ciao.